Bonjour, bonjour. 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 Aujourd'hui, on se retrouve dans un numéro 100% féminin. On va parler développement personnel au féminin. Petit mot, Franck. Eh bien, écoutez, moi, je suis très heureux parce que j'ai fait un vœu quand même, parce que c'est la première de cette émission que nous vous proposons, chers auditrices et auditeurs, de Toulouse Connect. 100% local. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Mon vœu est fait. Eh ben, aujourd'hui, on va recevoir donc Faustine qui va nous parler de ce qu'elle fait et si elle avait des tips à nous dire en tant que développement personnel dans le 100% féminin, mais aussi masculin, parce que être féministe, les chouchous, ça veut dire prôner l'égalité homme-femme. Après toi. Ah, c'est mon ouais, moi, donc, c'est Faustine. J'ai créé Osez vous révéler pour accompagner les personnes atypiques et ou ayant vécu des épreuves de vie. Voilà, tout ça est arrivé pour des raisons personnelles et professionnelles. En fait, de formation, je suis assistante sociale. J'ai passé plus de 15 ans au CHU de Toulouse et j'ai accompagné pas mal de femmes victimes de violences. Quelle serait pour toi la plus belle histoire et la plus mauvaise histoire en tant qu'assistante sociale, justement, par rapport à tout ça? Parce que je pense que malgré tout ça, il doit y avoir quand même des bonnes histoires positives. Oui, qui vous disent bien. Oui. Alors, les belles histoires, il y en a forcément. Quand on travaille avec de l'humain, il y a forcément des belles histoires. Quand on travaille au CHU, il y a forcément des belles histoires parce qu'on rencontre tout public, toute situation. Moi, je crois que la plus belle histoire, c'est quand j'ai pu permettre à une femme victime de violence de pouvoir sortir de cette situation, de pouvoir la mettre en sécurité, de pouvoir l'accompagner, qu'elle puisse savoir où elle allait mettre les pieds suite à ce choix qui est quand même extrêmement difficile dans notre société. C'est quand même un parcours du combattant. Quand on est femme victime, on a beau être victime, il faut se battre. Il faut se battre pour que la plainte soit prise, il faut se battre pour que ça soit reconnu, il faut se battre pour être protégé, il faut se battre pour se reconstruire. C'est vraiment un parcours du combattant. Donc quand, à mon petit niveau, je peux accueillir la personne, la mettre en confiance, lui expliquer où elle va mettre les pieds, lui donner l'information, lui permettre de savoir qu'elle est victime aussi, de poser le terme de victime, que ce qu'elle vit n'est pas normal. Je crois que c'est quand j'ai eu une jeune fille de 17 ans, alors seule, sa famille n'était pas là, elle se débrouillait seule depuis des années, son petit copain la battait. Et puis, donc moi, quand j'arrive, je me présente, je lui explique pourquoi je suis là. Moi, mon but, c'est pas qu'elle porte plainte. C'est pas mon but absolu. Mon but, c'est lui donner l'information et qu'elle puisse décider ce qu'elle veut faire, ce qu'elle voulait faire. Donc, l'idée, c'était qu'elle m'explique un petit peu ce qu'elle avait vécu. Et souvent, c'est les coups qui arrivent. Mais en fait, quand on retravaille un peu l'histoire avec elle, je lui fais, mais financièrement, administrativement, quand on commence les mots qui ont été utilisés, on se rend compte qu'en fait, la violence, elle a commencé depuis des mois, quoi. En fait, quand tu dis mon objectif, c'est qu'elle ne porte pas plainte. C'est pas mon objectif premier. Le plus important, c'est vraiment qu'elle puisse elle comprendre déjà la base, parce qu'il y a beaucoup de victimes justement qui, de toute façon, moi j'ai bien entendu, si je peux me permettre, que tu es une accompagnante. Je suis une accompagnante. C'est le mot clé. En fait. C'est ça, c'est-à-dire qu'on assiste la personne pour qu'elle prenne ses décisions. Moi, mon but, la plupart du temps, c'est qu'elle parte. Qu'elles arrivent à partir. Donc, qu'elles portent plainte ou qu'elles portent pas plainte, vu comment sont gérées les plaintes, le but, l'absolu pour moi, c'est qu'elles se protègent. C'est ça. Quel est le déclic, en fait? Et la deuxième chose, c'est qu'elle aille au moins à la médecine légale. Parce que il n'y a que le document de la médecine légale qui est une preuve en France. C'est-à-dire que si elle a que le certificat, comme quoi elle est passée aux urgences, qu'il y a eu des coups, mais il n'y a pas le certificat de la médecine légale, ça n'a aucune valeur aux yeux de la loi. Donc, moi, mon but, c'est qu'elle sache ses droits, qu'elle soit consciente qu'elle est victime de violence, que ça soit de la violence économique, physique, sexuelle, psychologique ou tout ça, qu'elle sache où aller après l'hôpital, parce que c'est un temps très court, l'hôpital, et qu'elle aille à la médecine légale. Si après, elle veut porter plainte, ok, mais il y a de fortes chances qu'elle soit pas écoutée. Il y a de fortes chances que le mec ait rien.
soyons clairs, quand on voit les peines qu'ont les personnes, même quand on va jusqu'au tribunal, c'est rien. Moi, le but, c'est qu'elles se protègent. Merci Gisèle Pellico, au passage. Ouais. Et en plus, pour une fois, c'est la police qui est allée la chercher en lui disant vous êtes victime. Waouh! Franchement, ça mérite un applaudissement quand même. Ce qui est rarissime quand même. Après, il y a des choses, voilà, ça c'est la belle histoire, c'est quand j'arrive. Plus mauvaise, ça va être les situations où on sent que elle est pas prête, la personne. La personne, elle est pas prête. Elle est sous l'emprise de son bourreau, en fait. Elle est sous l'emprise parce qu'il l'a rendue dépendante financièrement, il l'a rendue dépendante administrativement, il l'a rendue dépendante socialement, familialement. Si elle part, elle est à nu. Elle part des fois sans sa carte d'identité, sans ses documents administratifs, sans un compte bancaire à son nom, sans rien. Donc ça, c'est je pense, l'une des situations où ça, c'est le plus horrible. Alors ça, c'est sur les femmes victimes de violences. Après, moi, ce que je trouve assez dur, c'est quand on peut pas, on commence à voir des patients qu'on laisse mourir en France. Parce qu'ils n'ont pas de couverture, parce qu'ils ils peuvent pas payer le traitement, parce qu'ils sont pas en situation régulière. Alors, je parle pas de la situation régulière ou irrégulière, parce que ça, c'est un sujet politique, mais il y a des patients qui arrivent en France en vacances, qui ne peuvent pas avoir de droit ouvert parce qu'ils sont en vacances officiellement. On leur découvre une maladie grave et comme ils peuvent pas payer les médicaments, ils meurent, quoi. Et ça commence à arriver en France. Malheureusement, oui. Mais du coup, est-ce que par rapport à tout ça, peut-être que Franck, toi, tu as des questions par rapport justement à tout moi, je voulais, parce que je suis très sur l'accompagnement, j'ai fait de la sophrologie. Moi, tu vois, je pourrais être sophrologue, je me suis fait un cadeau. Et du coup, tu as parlé de mise en confiance. Ouais. Bon, ça, c'est quand même, je trouve, super important. Donc, j'aimerais que tu nous développes un peu, tu vois, comment une personne se présente à toi, elle est en souffrance. Comment tu arrives à la mettre en confiance? Pour moi, déjà, c'est dans la posture. Premièrement, on n'a pas jugé ce que vit la personne, ce que pense la personne, ce que vit la personne. C'est-à-dire qu'on arrive, on est à l'écoute. Donc, il y a la posture. Je suis là pour vous écouter. Je suis là, disponible à 100% pour vous. Je pose le fait que ce qu'elle vit, c'est difficile. Et je légitimise ce qu'elle dit, ce qu'elle vit. En fait, je suis pas là pour juger. Je suis là, à la rigueur, pour évaluer, qui est pour moi une grande différence. Quand on évalue une situation, c'est qu'on prend le contexte global, qu'on essaye de comprendre, qu'on essaye de faire des liens. Mais je ne suis pas là pour juger, je suis pas là pour dire... Des fois, les soignants, ils sont dépassés, ils se disent, mais pourquoi elle reste? Pourquoi elle reste? Alors qu'en fait, quand on voit le cercle de la violence, l'emprise, elle s'est mise en place. C'est une toile d'araignée, quoi. Toi, en quelque sorte, tu vas détricoter, essayer du moins... En fait, je vais me mettre en situation en fait, ce que vous vivez, c'est pas normal, et à la fois, ce que vous ressentez, c'est normal, par contre. Voilà, ce que vous vivez, les actes qui sont posés par l'autre sont pas normaux. Ce que vous ressentez en interne, c'est normal. Être à l'écoute. Et pour moi, d'être dans l'accompagnement, c'est aussi donner des informations. Permettre à la personne de prendre ses décisions en toute connaissance de cause. Les tenants, les aboutissants. C'est pas lui dire, vous allez voir, vous allez porter plainte, ça va bien se passer. Non, ça, c'est pas être transparent avec la personne. C'est lui dire, voilà, vous avez des choix. Maintenant, qu'est-ce que vous souhaitez? Soit vous voulez porter plainte, et donc quand on travaille au CHU, il y a une, je trouve pas mon mot, mais les personnes qui arrivent au CHU qui sont victimes de violences, sauf sexuelles, en fait, on peut faire une pré-plainte. Au lieu que la personne, elle vienne à l'hôpital parce qu'elle a été malmenée, qu'elle aille à la médecine légale, qu'elle aille porter plainte dans la même journée, en fait, on fait une pré-plainte. L'hôpital avertit que cette personne veut porter plainte parce qu'elle a vécu ça. Et donc, du coup, elle peut se poser, elle n'est pas obligée de tout faire dans la journée, et elle va être convoquée au commissariat. Donc, ça permet de le faire en 2 temps, parce qu'en plus, elles sont souvent dans la sidération. Voilà. Donc, c'est de leur expliquer, qu'elles sachent où elles mettent les pieds, mais sans leur mentir. Pour moi, c'est ça, d'être vraiment la mise en confiance, c'est-à-dire d'être transparente. Et de leur dire, il y a régulièrement, il y a des fois où je leur dis, moi je suis force de proposition, vous êtes décisionnaire.
C'est-à-dire que là, moi, je suis là pour que vous preniez des décisions en toute connaissance de cause. Et c'est ce que je faisais avec toutes les situations, en fait. Que ça soit victime de violence, après j'ai passé beaucoup de temps en gériatrie, c'est pareil. C'est-à-dire que voilà, moi je vous pose les différentes possibilités, je peux en discuter avec vous, je peux voir les points positifs, les points négatifs, mais combien de femmes n'ont pas porté plainte, mais on s'est débrouillé pour les mettre en sécurité. Est-ce que vous avez un proche? Oui, on les appelle, mais ils sont pas au courant de la situation. Je me sens pas de le dire. Ben moi je vais le faire, je prends le relais. Et combien de fois il y a des familles qui sont pas au courant, quand on les met au courant, ça y est, ils sont là, ils sont présents. Waouh, bravo en tout cas, parce que non mais c'est bien de savoir, parce que finalement, enfin, peut-être qu'il y a trop d'informations. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Peut-être qu'il y a trop d'informations et pas assez d'initiatives. Enfin, je sais pas exactement, mais dans le sens où je pense que beaucoup de victimes ne sont pas au courant de tout ce qui est mis en place justement par rapport à tout ça. Et du coup, si tu devrais conclure par ça, qu'est-ce que tu dirais, ou peut-être une phrase À une femme victime, je lui dirais d'aller la première chose à faire, aller voir une assistante sociale. Que ça soit de secteur, que ça soit hospitalier, parce que on peut les accompagner à préparer la sortie, à préparer le départ. Il y a des femmes qui n'ont pas décidé de porter plainte et qui sont pas parties, mais à qui j'ai donné 2, 3. Alors moi ou d'autres, hein, il y a une centaine d'assistantes sociales au CHU, et de leur dire, ben voilà, il faut préparer, il faut se faire une boîte aux lettres, il faut se faire ci, il faut se faire ça, et de savoir où mettre les pieds. En fait, allez voir une assistante sociale. Ou aller voir une association. Tu poses les bases, quoi. C'est le point de départ. C'est ça. Ouais, nous, on est quand même plus au courant de ce qui existe. Le problème, c'est que il faut qu'elles se donnent, déjà qu'elles comprennent qu'elles sont victimes de violences. Oui, parce que la démarche est pas simple. C'est des gens même, on peut le dire, qui ont vécu un post-trauma. De toute façon, que ça soit des violences physiques, et ça peut être aussi des violences morales aussi. Je crois que sur le point sur lequel on n'est pas encore très au clair en France, c'est l'emprise. Eh oui. C'est l'emprise. Parce que, par exemple, je regardais un reportage sur l'affaire Fourniret, où il y a Monique Olivier qui est la compagne, donc, et un homme dit oui, mais bon, en fait, elle a pas tant fait elle a beaucoup, elle s'est pas fait manipuler parce qu'elle a 130 de QI. Bah non, ça veut rien à dire. À partir du moment où tu es sous l'emprise de quelqu'un, c'est dépendant. Et surtout que, par exemple, si on prend un pervers narcissique, surtout si on prend un pervers narcissique, il aime le défi. Donc, il va prendre plutôt quelqu'un d'intelligent pour mettre la personne sous son emprise. Et il va combler ses failles aussi. Voilà. Les failles que lui n'a pas étant petit. Du coup, il va les combler à travers, il va prendre des personnalités solaires, bienveillantes, beaucoup dans l'empathie. On sent le vécu. Et il va, excusez-moi le mot, mais il va jouir de manipuler la personne. Ah oui, totalement. Alors, en fait, telle une marionnette. Bon, qui a été sous l'emprise d'un pervers narcissique, Voilà. En fait, c'est la grosse différence entre un auteur de violence et un pervers narcissique. Un pervers narcissique, c'est sa personnalité. Il ne changera pas. Un auteur de violence, souvent, ils sont pas dans la psychose, mais ils sont dans la névrose. Ils ont vécu des choses difficiles dans leur passé. Ils peuvent prendre du recul sur ce qu'ils ont fait. Ils peuvent sortir de la violence. C'est-à-dire que si on les aide, ils peuvent se rendre compte que leur comportement est induit par quelque chose qu'ils ont compris et connu. Un pervers narcissique, il sait qu'il manipule, il sait qu'il est en train de faire le mal, mais c'est sa façon de fonctionner. C'est sa personnalité. Donc, il ne reviendra pas en arrière, il prendra pas de recul, il dira jamais je suis pervers narcissique, il dira jamais voir un psy. Alors qu'un auteur de violence, oui, il est capable si on l'aide, et c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant aussi. Mais c'est vraiment la grosse différence. Le pervers narcissique, c'est pas un auteur de violence comme les autres. Tout à fait. On pourra avoir d'ailleurs, tu vois, un grand débat un jour. Ah oui, non, mais je trouve que c'est vraiment important. Ah oui, non, mais la psychiatrie en France. Ah, c'est border pour moi. Là, je vais conclure là-dessus. Pour moi, je trouve que le monde entier est un asile à ciel ouvert. Oui, c'est vrai. En tout cas, merci Faustine pour ton témoignage. C'était très important et honnêtement, ça me tenait vraiment à Franck et moi très, très à cœur. Donc, au plaisir de t'avoir dans nos prochaines émissions pour parler de ton activité. Ce sera avec plaisir. Et on va parler des actualités, mon cher Stanford. C'est à mon tour, ça y est, les premières actualités de Toulouse Connect. Alors, chers auditrices et auditeurs, donc, comme je vous ai dit, les actualités, je m'en occupe et je vais donc vous dresser différents domaines. Donc, d'abord, je ne pouvais pas commencer ces actualités
par vous dresser le tableau qui se présente pour les municipales 2026 à Toulouse. Voilà, donc nous allons parler politique d'abord, ma chère Soso, si tu es d'accord. J'ai dit que je restais neutre sur le sujet. Voilà, mais nous sommes neutres. Même si j'en pense pas, moi. Nous sommes neutres, nous dressons juste que le tableau à l'instant T, voilà. Donc, pour les municipales, donc 2026, qui auront lieu l'année prochaine au mois de mars, la première personne qui s'est portée candidate a été donc Monsieur Piquemal, qui est le député de la 4e circonscription de Haute-Garonne, LFI, étiquette politique, et qui a été élu dès le premier tour, le mieux élu d'ailleurs sur Toulouse, avec plus de 54% des voix. Voilà, une fois qu'il a écrit d'ailleurs aux Toulousains sur les réseaux sociaux, bon, c'est ce qu'on fait maintenant régulièrement, voilà une petite lettre, et voilà, et donc après ça c'est un peu compliqué pour Monsieur Piquemal, puisque à gauche, ce n'est pas moi, comme je dis, je ne fais pas de jugement, j'utilise une métaphore qu'on utilise en politique. À gauche, pour le moment, je vais vous le développer, c'est la machine à perdre qui s'engage. Pourquoi ? Parce que il y a une liste écologiste qui veut partir elle toute seule. Toujours Monsieur Godec qui est connu. Donc si c'est toujours lui qui a fait, c'est lui la tête de liste. Voilà. Pour moi perso le seul que je connais c'est Jean-Luc. Pour moi le seul que je connais à la mairie de Toulouse c'est Jean-Luc Moudac. Voilà. C'est le seul. Donc là, Piquemal, je le connaissais. Voilà. Piquemal, je le connaissais. Ensuite, nous avons Carole Delga, que nous connaissons, présidente socialiste de la région Occitanie, qui a pris position et qui a dit, c'est ses convictions, donc il faut les respecter, qu'il y avait certaines opinions LFistes qu'elle ne pouvait pas cautionner et que par conséquent, il y aurait le bureau fédéral du Parti socialiste de la Haute-Garonne qui élirait quelqu'un qui se représenterait sous l'étiquette socialiste. Ah, donc ça veut dire qu'ils sont pas ralliés ensemble? Pas du tout. LFI et socialistes? Pas du tout. Pour le moment, nous sommes à 3. Et comme si ça ne suffisait pas, nous avons eu après quelque chose qui sort du chapeau. Je sais qui il est. C'est Osé José. Je savais que c'était lui. Lui, je suis sûr qu'il gagne, lui. Osé José, t'as bien raison. Osé José, on serait pas moins dans la panade, tu vois. Voilà, et donc, pour finir quand même du côté gauche, parce qu'on pourrait y avoir du côté droit, bien entendu. Elle était. Donc, du coup, nous avons Nadia Pelfig. J'adore Nadia Pelfig. Je sais que tu l'adores. Moi, je l'aime beaucoup aussi. C'est une grande dame pour moi. Un bel exemple. Elle a des convictions et voilà, elle va jusqu'au bout. Donc, c'était la bras droit de Carole Delga. Aux dernières élections municipales, il faut savoir qu'elle s'était présentée sur l'étiquette socialiste. Elle avait fait 18% des voix. Elle était malheureusement arrivée 3e, donc elle n'a pas pu se maintenir. Et comme elle a des convictions, elle avait dit que, comme a dit Mme Delga, LFI, c'était pas possible. Donc, elle s'est retirée et elle n'avait pas donné de consigne de vote. Voilà. Donc, voilà, à gauche, comment, pour le moment, à l'instant T, se présentent les élections municipales de mars prochain. À droite, c'est plus simple, puisqu'à droite se présente pour un 3e mandat Jean-Luc Moudac. Mon ancien patron. Voilà, donc que va être le pari de Jean-Luc Moudac? Eh bien, Jean-Luc Moudac, pour moi, ce mandat, c'est le mandat de tous les travaux, de tous les changements. Hein, c'est clair que là, Toulouse, il a fait tout bouger. Donc, il va devoir, son mandat, il va devoir vraiment le défendre. Voilà, montrer que c'est du plus pour Toulouse, et c'est les Toulousains par leur vote qui décideront si ils décident que c'était positif ou alors que c'était négatif. Et ensuite, bien entendu, je suis obligé de parler de l'extrême droite, parce qu'il y a forcément une liste, donc RN, mais il faut savoir que sur les élections locales, ce n'est pas des Marine, élections... elle a été expulsée. Voilà, elle est expulsée, mais il y en a bien d'autres. Il y en a bien d'autres, que veux-tu. Et donc, je voulais dire que oui, le RN, une élection locale, ce n'est pas vraiment leur terreau de prédilection. Donc, il faut savoir d'ailleurs qu'aux dernières élections municipales, ils n'ont fait que 5% sur Toulouse, et je pense qu'ils resteront à la marge. Voilà. Et j'ai une pensée pour, évidemment, tous les candidats et candidates, parce que nous sommes en démocratie, que je ne peux pas citer, parce que je ne sais pas encore qui ils sont, mais je leur souhaite d'avance, et Toulouse Connect les suivront comme les autres. On ira les interviewer. Parce que nous suivons tout le monde ici.
Bonne chance pour ces élections municipales de mars 2026. Eh ben, merci Voilà pour la beaucoup. politique. Wouhou. Eh ben, merci beaucoup. Et on se dit à bientôt pour un nouveau numéro avec Toulouse Connect. À bientôt. Au revoir, Roger. Et comme on dit d'habitude, on a dit, on leur fait des Poutou, poutou.